Pierre Mauroy, Antenne 2, non à la drogue, non à la délation. La communauté juive de France satisfaite, Sadat, un homme de paix. Helmut Schmidt reprend ses troupes en main. Et la facture va s'alourdir, le dollar dépasse les 5 francs. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vitry, Dannemarie Lélis, Montigny-les-Cormeilles, Nanterre, Montfermeil, depuis quelques jours, chacun se lance à la figure les noms de ces cités. Les uns, au nom de la lutte contre la drogue et contre la mauvaise répartition de l'immigration en France. Les autres, au nom des grands principes, halte à la délation, halte au racisme dans notre pays. Et tout cela, bien sûr, sur fond de campagne électorale. Alors nous avons décidé aujourd'hui d'essayer de faire le point, non pas de juger, mais essayer de comprendre, essayer de vous expliquer pourquoi depuis quelques jours la polémique est devenue aussi violente. Montigny-les-Cormeilles tout d'abord. Là, vous vous en souvenez, le maire communiste de la cité a choisi la méthode directe dans une affaire de drogue. Initiative prise à la suite d'une lettre de dénonciation. Auteur de cette lettre, une mère de famille qui affirme que 3 de ses enfants sont victimes de la drogue. Madame Benachour persiste et signe. Elle se dit membre du Parti communiste depuis 1976. Elle assure qu'en juin dernier, elle avait averti la police, mais sans résultat. Ce serait la raison de sa lettre au maire communiste de Montigny. C'est Choukri, Kamassa de drogue, 1977. Et il dit ça à Cheikh Harbouch, avec Hakim. Et Kamassa est drogué Choukri, fumé Cheikh Harbouch. Et quel genre de drogue utilisait-il? Comment? Quel genre de drogue utilisait-il? Cigarette. Ils ont commencé à fumer du hashish. Le hashish, de l'herbe. Et ils ont fini, enfin mon frère Choukri a fini par se piquer. Hein. Avec des drogues dures. Voilà. Et actuellement, il continue. Il continue. Il continue. Et alors, selon vous, où se procurait-il la drogue alors? À Cheikh Harbouch. C'est-à-dire à l'étage en dessous de chez vous? Oui. Mais alors, vous accusez des gens et vous savez que les gens sont toujours présumés innocents, donc la justice n'a pas déclaré qu'ils étaient coupables. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes allé un peu loin, peut-être? Je pense pas. Les Carbouche dont parle Madame Benachour, ce sont 2 des fils de cet ouvrier d'usine bien noté, Mohamed Carbouche, que voici, immigré depuis 8 ans, père de 8 enfants. Pour Monsieur Carbouche, tout se réduit à une histoire de mauvais voisinage. Il jure qu'il n'y a jamais eu de drogue chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez, en définitive, de cette affaire, de cette histoire? Cette histoire-là, c'est sur le contrôle, c'est tout. C'est un poison et le contrôle à moi, c'est tout. Est-ce que vous pensez que vous... c'est pas tout le monde. Même les Français ici, c'est pas contrôle, non. C'est un poison à Algérien. Dans votre escalier, vous pouvez bien ne pas vous entendre avec un voisin. Bon, ça peut arriver des rivalités, ça peut arriver du malentente parce qu'il y a des enfants qui se disputent ou quelque chose, mais on ne peut pas, disons, une tierce personne, surtout un premier magistrat d'une ville, prendre position à cette échelle. Oui, il y a une rumeur, et justement à cause de cette rumeur, nous avons essayé de voir si vraiment il y avait des vendeurs de drogue, et nous n'avons jusqu'à présent rien trouvé. Ça, c'est pas la cause de la drogue, c'est la cause de la politique. Le procureur de la République a saisi la police judiciaire. Il y aura donc enquête avec ou sans plainte des parties intéressées. Trafic, simple usage de drogue, la vérité un jour sera connue. Mais qui s'en souciera encore? L'affaire est passée au niveau politique national. En effet, affaire de drogue peut-être, peut-être pas, affaire politique en tous les cas, cela c'est sûr. Le Parti communiste accuse le gouvernement de ne rien faire contre les trafiquants de drogue. Le Parti républicain, lui, condamne l'initiative communiste, mais il élargit le débat. Pogrom, goulag, ratonnade, tribunaux populaires et violences totalitaires, ces méthodes, a déclaré M. Jacques Blanc, en disent long sur ce que M. Mitterrand, otage de M. Marchais, promet à la France et aux Français. À gauche, pourtant, l'initiative du Parti communiste est condamnée. Ainsi, M. Mauroy, ce midi, traduisait en termes politiques l'affaire de Montigny. Les communistes, disait M. Mauroy, posent les vrais problèmes, mais la façon dont ils les posent est scandaleuse. Alors, peut-on gouverner avec les communistes après ce qui s'est passé à Montigny? La réponse de Pierre Mauroy. Ce qui nous concerne,
Ce n'est certainement pas de savoir quelle est l'attitude de tel ou tel dirigeant communiste. Ils mènent leur campagne comme ils l'entendent. Ce qui concerne le candidat du Parti socialiste, François Mitterrand, c'est de rassembler tous ceux qui attendent le changement, tous ceux qui, d'instinct, savent que ces problèmes sont posés comme il ne faudrait pas les poser, et qui souhaitent par conséquent que l'on réponde à leurs véritables questions, qui sont la question du chômage, qui sont la question des bas salaires, qui sont la question des inégalités. C'est ça qui est essentiel. Vous parlez des ministres communistes. Écoutez, je pense que Lionel Jospin y a répondu de façon très claire. Et en tous les cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des ministres pour une véritable politique de l'immigration, mais des ministres de la délation, ça certainement pas. Montigny-les-Cormeilles, donc, premier problème. À Dannemarie-lès-Lys, avant de renoncer, la municipalité voulait fermer un foyer de travailleurs immigrés. Ces derniers ne travaillaient plus sur le territoire de la commune ou à proximité, et le maire estimait donc que leur présence chez lui était désormais injustifiée. Mais le problème qu'il pose, c'est celui des seuils de tolérance. Quel pourcentage de travailleurs immigrés une commune peut-elle accepter sans que naissent des problèmes, des frictions avec la population autochtone? À Nanterre et à Montfermeil, comme à Dannemarie d'ailleurs, le problème existe. Il existe dans bien d'autres communes autour de Paris. Et les municipalités, pour éviter une augmentation de la population immigrée, ont donc décidé de refuser de regrouper les familles. Autrement dit, un travailleur immigré ne peut faire venir auprès de lui sa femme et ses enfants. Montfermeil, Seine-Saint-Denis, Cité des Bosquets, 7500 habitants, 80% d'immigrés de 23 pays. Un ghetto, y compris au sens propre, si l'on peut dire. La société propriétaire est en faillite, aucun entretien, danger permanent. Seuil de détresse et seuil de saturation pour la commune avec 27% d'immigrés. Et pourtant, malgré les apparences, Montfermeil veut bien continuer à accueillir les familles d'immigrés. Mais alors, équitablement avec les communes voisines. On vit mal, il n'y a pas une très bonne surveillance, c'est pas très propre. Regardez un peu les alentours, vous verrez. Vous avez l'impression de ne pas être bien accepté par les autres, les Français. Mais on n'a pas beaucoup de relations avec les Français. Par ici, il n'y en a pas beaucoup. Il vaut mieux être regroupé. On est plus fort quand on est regroupé entre immigrés. Pourquoi plus fort? Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des Français. Vous pensez que en vous regroupant, vous êtes moins vulnérable? Ouais. En 1980, au début de 1980, nous avons obtenu du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il arrête les regroupements familiaux sur le territoire de la commune de Montfermeil. Néanmoins, nous sommes favorables aux regroupements familiaux, mais nous exigeons qu'ils s'effectuent d'une façon équitable dans l'ensemble des villes. En effet, à côté de Montfermeil se situe la commune d'Urincy. Et il faut savoir qu'à Montfermeil, il y a 27% de la population qui est une population immigrée, alors qu'Urincy, il n'y a que 6% de population immigrée. Dans ces conditions, nous posons la question très simplement, qu'attend monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est le représentant du pouvoir, pour favoriser, pour permettre les regroupements familiaux, y compris dans les municipalités dirigées par un maire de droite. Réaction de M. Lionel Stoléru à ces initiatives prises par certaines municipalités. Je ferai appliquer strictement les lois protégeant les étrangers. C'est une petite phrase que le Parti communiste commande ce matin dans l'Humanité. Le comble du cynisme est atteint, écrit M. Jean Colpin. Votre réponse, M. Colpin vise là M. Stoléru, celle du patronat, ce sont les CRS et quand il le faut, les chiens policiers. La polémique, je vous le disais, devient donc de plus en plus vive. Mais finalement, tout cela avait démarré à Vitry-sur-Seine lorsque le maire de la commune était intervenu avec un bulldozer pour bloquer l'entrée d'un foyer de travailleurs immigrés. Alors, depuis qu'est devenu ce foyer, Jean-Michel Mercurol s'est rendu aujourd'hui sur place. Vitry, c'était le 24 décembre. Pour dissuader 300 Maliens de s'installer dans ce foyer de travailleurs immigrés, un commando en avait obstrué l'accès, coupé le chauffage et l'électricité. Après 8 semaines, les Maliens sont encore là et ils parviennent à y vivre normalement. Monsieur, c'est cet escalier-là qui avait été détruit. Oui, exactement. Et il y a combien de temps qu'on l'a refait? Oui, ils l'ont refait, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, là. Alors les gens de l'ADF ont bien voulu réparer cet escalier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des malades du fait Oui, il y a eu des malades parce que vous savez, il faut que les gens se rendent compte véritablement que nous sommes restés pendant au moins une semaine
sans chauffage, sans lumière, ni rien du tout. Hein, et celui-là a un frère qui est resté à l'hôpital. À l'heure actuelle, vous savez, nous vivons tranquillement. Je crois qu'actuellement, on n'a pas tellement de problèmes. Hein. Apparemment, on n'a pas tellement de problèmes. Depuis les événements de Vitry jusqu'à présent, bon, on vit convenablement. Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations de la population de Vitry contre vous? Il y a seulement eu la manifestation organisée par le Parti communiste pour dénoncer le racisme. Alors on peut se demander véritablement où va le racisme. Parce qu'on croit, les gens qui se déclarent antiracistes, le plus souvent malheureusement, de par leur pratique, on peut se demander qui ou qui n'est pas raciste. L'ADEF, la société qui loue les locaux aux immigrés, a porté plainte contre le saccage des locaux. Mais les 300 Maliens resteront à Vitry. Ils y resteront, leur a-t-on dit, aussi longtemps que le foyer de Saint-Maur, d'où ils viennent, ne sera pas reconstruit. Au-delà donc du débat politique et humain sur l'immigration, reste tout de même une réalité, la réalité d'un trafic, celui de la drogue, et un bilan. 177 morts en France l'an passé. Et cette nuit, un jeune homme et une jeune fille sont morts à cause de la drogue, le jeune homme sur la Côte d'Azur, la jeune fille à Villeurbanne. Un fléau réel donc, et devant lequel la société semble bien mal armée, une source d'inquiétude, d'angoisse, souvent, pour tous les parents. Mais un fléau qu'il ne faut aussi pas exagérer, si on s'en tient à la stricte comptabilité des chiffres. L'an passé, 177 personnes, c'est vrai, sont mortes de la drogue, mais en même temps, 50 000 autres personnes étaient victimes d'une autre drogue, banalisée celle-là, dont on parle mais contre laquelle on ne fait rien, c'est l'alcool. Héroïne, morphine, cocaïne, éther, les drogues dures ont tué l'an passé 177 personnes et l'on ne peut que souhaiter voir notre société s'attaquer à un fléau qui tue. Mais une lutte contre une autre toxicomanie devrait paraître largement prioritaire, l'alcoolisme, car l'alcool tue chaque année 300 fois plus que les drogues dures. Il faut savoir que la France est le premier pays au monde buveur d'alcool, que 2 millions de Français sont des alcooliques dépendants, que 50 000 environ en meurent chaque année, si l'on ajoute aux 19 000 cirrhoses des cancers, des accidents de la route et du travail directement liés à l'alcool. Ajoutons encore que 85% des enfants sont battus et 80% des actes de délinquance commis avec l'aide de l'alcool. Oui, Martine Alaregno, c'est effectivement le grand fléau en France. Oui, alors je voudrais attirer votre attention sur 3 points. Je voudrais dire que la différence entre l'alcool et les autres drogues, c'est que l'alcool est une drogue légale, en vente libre, régie par des lois qui sont votées par des hommes politiques de tous les partis. La deuxième constatation, c'est que la lutte contre l'alcoolisme ne fait plaisir à personne. C'est un sujet très impopulaire que digèrent mal les millions d'électeurs français qui en fabriquent, qui en vivent et qui en consomment avec plaisir. Alors le dernier point, la lutte contre les drogues est à l'évidence un problème de société et de politique que récupèrent aujourd'hui tous les partis, mais s'ils veulent être aussi rigoureux dans leur morale et dans leurs propos, il faut qu'ils admettent de lutter aussi contre la principale d'entre elles, l'alcool, même si c'est désagréable à la veille des présidentielles. Oui, et ce problème de la drogue, de toutes les drogues, c'est certainement l'un des grands thèmes qui sera abordé lundi soir à 20h35 sur Antenne 2 dans une émission qui s'appellera Audition publique avec comme titre Avoir 20 ans en 1981. Pourquoi faire? 30 jeunes seront avec nous face à des personnalités venues de tous les horizons et c'est Louis Berriot qui présentera lundi soir à 20h35 sur Antenne 2 cette audition publique. Voilà pour le gros dossier de ce journal. Pas de politique pour le président Anwar El-Sadat cet après-midi à Paris, pas de politique, mais un peu de tourisme avant la conférence de presse que tiendra demain le chef de l'État égyptien. Avant même la fin de ce séjour en France, un premier accord a été signé. C'est un accord nucléaire qui porte sur l'installation en Égypte d'une ou deux centrales nucléaires. Ces centrales sont destinées à fournir de l'électricité. La capacité de production totale pourrait atteindre 2000 mégawatts, un accord qui a été signé au Quai d'Orsay par les ministres égyptiens des Affaires étrangères et le ministre français des Affaires étrangères. Voilà, M. Jean-François Ponsec qui paraphe l'accord nucléaire franco-égyptien. Ce matin, une rencontre chargée d'émotions. Le président Sadat a reçu les représentants de la communauté juive de France, M. Alain de Rothschild et le grand rabbin Sira. C'est une tradition bien établie chez le président Sadat de recevoir partout où il passe les représentants des associations juives, puisque vous le savez, sa conviction profonde est que le problème entre les juifs et les arabes est essentiellement psychologique et qu'il s'agit de détruire ce mur de défiance, maintenant largement lézardé d'ailleurs, qui existe entre les fils d'Abraham. En plus, en recevant aujourd'hui ces personnalités juives conduites par Alain de Rothschild, le président égyptien souhaitait 3 choses.
les convaincre un peu plus de sa sincérité à l'égard de la paix, s'il était besoin, obtenir leur soutien pour les accords de Camp David qui sont bloqués depuis 9 mois, et qu'ils usent de leur influence pour obtenir le soutien aussi bien du gouvernement israélien que du gouvernement français. Then a delegation that includes Chief Rabbi Sirach, who is the Chief Rabbi of France. And le grand rabbin de France, lui, a retenu l'émotion de cet entretien. Je pense que l'entretien s'est déroulé dans l'atmosphère la plus cordiale et la plus remarquable pour nous et nous étions extrêmement émus. J'ai, quant à moi, salué le croyant dans le président Sadat et je lui ai dit mon émotion puisque je me trouvais au moment historique lorsque le président Sadat est venu faire son discours à Jérusalem et je lui ai dit toute notre émotion et le fait que tous les croyants du monde, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, ont particulièrement apprécié ce grand moment. 3 mois pour ramener le calme en Pologne, c'est le délai que se donne le nouveau Premier ministre de Pologne, M. Jaruzelski. 3 mois pour réussir, mais à une condition tout de même, que les syndicats acceptent de ne pas déclencher de grève durant toute cette période. À la Diète polonaise aujourd'hui à Varsovie a été présenté le nouveau gouvernement dirigé par le général Jaruzelski. Ce dernier a proposé une trêve de 3 mois aux syndicats. Il leur a d'une certaine façon tendu la main pour stabiliser la situation et sortir la Pologne du chaos, selon les propres termes qu'il a utilisés. Le général a parlé sur un ton modéré, mais il n'en a pas moins averti ses compatriotes des dangers d'une lutte fratricide si ses conseils de sagesse n'étaient pas respectés. On ne saurait être plus clair. La nomination du général Jaruzelski comme Premier ministre semble avoir en tout cas été bien accueillie en Union soviétique. Le général a même reçu un télégramme de félicitations et d'encouragement de la part de Léonid Brejnev. Oui, le Premier ministre polonais demande 3 mois de répit. La première réponse des syndicats Solidarité semble être positive. Lech Walesa a demandé aux ouvriers du livre, par exemple, d'annuler la grève qui était prévue. Il estime aussi que plus aucune grève ne devrait être décidée à l'échelon local. De Varsovie, Michel Tondre, de l'agence France Presse. Visiblement, ce gouvernement bénéficie de la part de la population d'un préjugé favorable. Toute cette session de la Diète qui se poursuit à l'heure où je vous parle a été retransmise en direct à la télévision. Les Polonais ont donc vu et entendu leur nouveau Premier ministre dans son uniforme de général en même temps que leurs députés. Et son discours les a favorablement impressionnés. Ils le jugeront à ses actes et ils ne sont pas disposés à lui signer un chèque en blanc. C'est le sens de la résolution adoptée ce soir par les dirigeants du syndicat Solidarité, d'accord pour engager des négociations immédiates sur tous les problèmes en suspens. On aura recours à la grève que si la négociation se révèle impossible ou infructueuse. En dehors de cette affaire polonaise, ce qui préoccupe aussi les dirigeants soviétiques, c'est la préparation du 26e congrès du Parti communiste du RSS. Il y aura des absents à Moscou. Enrico Berlinguer, l'italien, et Santiago Carrillo, l'espagnol, ne feront pas le voyage. Monsieur Georges Marchais non plus d'ailleurs. La délégation du Parti communiste français sera conduite par monsieur Gaston Plissonnier, une absence qui est peut-être due à la campagne électorale en France, qui est peut-être due aussi à la situation internationale. En Allemagne, le SPD, c'est le Parti social-démocrate, eh bien il reste soudé derrière son leader, le chancelier Helmut Schmidt. Depuis quelques jours, en Allemagne de l'Ouest, on parlait ouvertement de crise. Un scandale financier à Berlin, et puis aussi certaines initiatives du chancelier avaient fait naître la grogne. Bonne, Michel Meyer. En Allemagne, cet homme en colère est aussi célèbre pour ses emportements que pour sa capacité de faire ou de défaire les chanceliers. Herbert Wehner, chef de fraction du parti de Helmut Schmidt, ne connaît que la raison de parti. Et c'est pour lui obéir qu'il a jadis provoqué la démission de Willy Brandt, affaibli par l'affaire de l'espion Guillaume. C'est donc pour son parti que la nuit dernière, il a tout fait pour sauver Helmut Schmidt. En effet, sans ces hommes qui hier soir se privaient de vrais dîners pour régler leurs divisions et surtout leurs comptes avec Helmut Schmidt, le puissant chancelier de Bonn ne serait plus rien. Helmut Schmidt le sait d'ailleurs parfaitement puisqu'il a sacrifié quelques 8 heures de sa nuit pour convaincre ses amis politiques de la justesse de son action gouvernementale. Sous l'impulsion de Willy Brandt, un compromis réaliste a donc été mis au point sur les questions en litige. Ainsi, grâce aux efforts du trio Wehner, Brandt, Schmidt, la crise a donc été provisoirement jugulée. Mais les divisions de fond demeurent, même si les pacifistes et autres neutralistes que Schmidt accuse d'irresponsabilité sont réduits maintenant au silence.
Les frustrations demeurent, même si les adversaires du nucléaire, comme ce chef de parti barbu du nord de l'Allemagne, se sont pour l'instant rendus aux conjurations de leur chancelier. Ainsi, Helmut Schmidt sort victorieux de l'épreuve de force engagée par son aile gauche, victorieux mais pas renforcé. Malgré son apparente sérénité, le chancelier allemand sait qu'avec les révisions déchirantes qu'impose la situation économique et internationale, il devra encore à l'avenir faire avaler des couleuvres politiques à un parti qui vit encore trop à l'heure d'une détente qui n'existe plus et d'une croissance qui n'a jamais été éternelle. Il sait donc qu'il placera encore souvent son parti aux limites de la fronde et de la rupture. Face à notre caméra, Helmut Schmidt s'est pourtant voulu confiant dans l'avenir de son gouvernement de coalition avec les libéraux. Pour lui, des discussions à l'intérieur d'un parti ne doivent pas nécessairement entraîner des conflits au sein d'une coalition gouvernementale. Autant pour demain que pour après-demain, affirme-t-il même avec une belle assurance. Cette épreuve passée, le chancelier ouest-allemand a d'autres problèmes à régler. Les pêcheurs allemands sont de plus en plus mécontents, ils sont toujours en grève et ils bloquent depuis ce matin le port de Bremenhaven. L'échec des négociations de Bruxelles ne va pas arranger les choses. La négociation a buté sur la question des droits d'accès des pêcheurs continentaux, donc des pêcheurs français, au large des côtes de Grande-Bretagne. La bombe à neutrons, une nouvelle mise en garde des soviétiques. La mise au point d'un tel engin, écrit la Pravda ce matin, prouve que les États-Unis veulent à n'importe quel prix parvenir à une suprématie militaire sur l'URSS. M. Mitterrand est à Pékin. Le leader socialiste a rencontré aujourd'hui M. Deng Xiaoping, l'homme fort de la Chine. Répondant aux questions des journalistes, ce dernier a confirmé le prochain départ de M. Hua Guofeng. Et devant Daniel Brême, il a critiqué publiquement M. Mao Tse-tung. Deng Xiaoping a démenti les informations selon lesquelles Hua Guofeng, le président du PC chinois, aurait démissionné. Pourtant, a poursuivi M. Deng, il pourrait y avoir des changements de personnel, ce qui est peut-être une façon de préparer le terrain pour une prochaine démission de Hua Guofeng. Ce dernier, qui n'est apparu que très rarement en public depuis quelques mois, a été critiqué récemment pour être resté trop fidèle à la politique gauchiste du président Mao. Justement, interrogé sur le grand timonier, Deng Xiaoping a dit « Nous gardons la pensée de Mao. Il est exact que Mao Tse-tung a commis des erreurs au soir de sa vie, et notamment la révolution culturelle. Mais ses mérites dépassent ses erreurs. » Quant à la scène internationale, Deng Xiaoping a souligné que la Chine était opposée à une intervention militaire soviétique en Pologne, qui serait de même nature, a-t-il dit, que l'invasion de l'Afghanistan. Toutefois, il est probable que les dirigeants chinois préféreraient voir l'Union soviétique confrontée à une crise en Europe plutôt qu'en Asie. L'ex-reine Frédérica de Grèce a été inhumée cet après-midi dans le cimetière royal de Tatoi, au nord d'Athènes. Elle repose désormais auprès de son époux, le roi Paul de Grèce. Quelques 300 personnalités assistaient à cette cérémonie. Au premier rang de ces personnalités, l'ancien roi Constantin de Grèce, le fils de Frédérica, le roi d'Espagne Juan Carlos et l'ancienne reine Juliana des Pays-Bas. Tous les abords du cimetière de Tatoi étaient strictement gardés. Il est vrai que pour la première fois depuis la chute de la monarchie, l'ex-roi Constantin revenait dans son pays. 112 milliards de francs en 1980, c'est la facture pour la France et pour son pétrole. 112 milliards de francs, ça fait très exactement 112 millions de tonnes de pétrole. Les experts avaient prévu une consommation de 117 millions de tonnes. Nous avons donc été assez économes. Mais le pétrole, décidément, nous coûte cher et cette année risque d'être encore plus pénible que la précédente. Le dollar atteint en effet des sommets. Parallèlement, le mark est en légère difficulté, Philippe Sassier. Pour la première fois depuis 4 ans, le dollar vaut donc plus de 5 francs. Et pour la première fois, la Banque de France, ces dernières semaines, a dû soutenir le mark qui n'était jamais tombé aussi bas. Et actuellement, la France étudie des mesures qui pourraient ralentir l'afflux de mark dans ses caisses. Tandis qu'en Allemagne, on évoque la possibilité pour le mark de sortir pendant un certain temps du moins du système monétaire européen. Raison essentielle de cette irrésistible montée du dollar face au mark, eh bien, il y a les taux d'intérêt très élevés proposés par les Américains et puis la crédibilité politique de M. Reagan face aux problèmes de M. Helmut Schmidt. Pour la France, un dollar à 5 francs signifie des importations plus chères puisque 40% de nos importations sont payées en dollars. Et puis avec un mark plus faible, nos exportations en Allemagne sont moins compétitives et l'Allemagne est notre premier client. En revanche, on peut espérer qu'avec un dollar à 5 francs, les producteurs de pétrole seront plus raisonnables sur les prix, mais quoi qu'il en soit, l'économie française est actuellement prise en tenaille entre un mark faible et un dollar fort.
Pratiquement pas de métro à Paris. Tout au long de la journée, le trafic sur le réseau ferré de la RATP a été très réduit. Actuellement, plusieurs lignes sont totalement arrêtées et sur les autres, le trafic est minimum. En revanche, les autobus ont fonctionné à 80% de la normale, selon la direction de la RATP. Les syndicats avaient appelé le personnel à la grève à la suite des accidents des stations Aubert et Nation ces dernières semaines. Les syndicats demandent qu'une concertation soit instaurée à propos de la modernisation du métro. Ils estiment en effet que cette modernisation se fait au détriment de la sécurité, au détriment aussi de la politique de l'emploi à la RATP. Les Parisiens, en tout cas, ont dû beaucoup marcher aujourd'hui, après s'être assis longuement dans les stations. Dans toutes les directions, le service est terminé. Dans toutes les directions, le service est terminé. Vous êtes priés de regagner la sortie, s'il vous plaît. Merci. Voilà, et le service reprendra normalement demain. Les autonomistes corses ont répondu à leur manière à l'arrêt de la Cour de sûreté de l'État qui, hier soir, a condamné les responsables des événements de Bastelica et d'Ajaccio en janvier de l'année passée. Une réponse bruyante, 46 explosions du nord au sud de la Corse, 46 bombes, et le bilan aurait pu être encore plus lourd. 3 engins ont pu être désamorcés à temps. Le record est battu dans les 2 départements. 27 explosions en Corse du Sud, 19 en Haute-Corse. La réplique aux 15 condamnations prononcées par la Cour de sûreté de l'État a retenti dans l'île entière. Les attentats qui ont provoqué d'importants dégâts, sans faire de victimes, n'ont toujours pas été revendiqués. Mais on reconnaît généralement la technique des autonomistes. Les objectifs notamment sont ceux que choisit habituellement le FLNC. Banque, palais de justice, recettes des impôts, bureaux d'EDF, mais aussi résidences, bureaux, magasins ou voitures appartenant à des personnalités d'origine continentale ou pieds-noirs. A noter que l'UPC, l'Union du peuple corse, animée par le docteur Simeodi, a condamné les attentats de la nuit dernière. L'éventreur du Yorkshire était bien le chauffeur de poids lourd arrêté par 2 Bobby le 2 janvier dernier. Le dossier d'instruction vient d'être transmis à la justice britannique. Déjà inculpé d'un meurtre, Peter Sutcliffe, c'est le nom de l'éventreur du Yorkshire, devra répondre de 12 autres crimes et de 7 tentatives d'assassinat. Quand on joue à plusieurs au loto, il faut savoir partager les gains. Alors pour avoir oublié cela, la Cour d'appel de Metz a condamné aujourd'hui à 18 mois de prison ferme, mais par défaut, une jeune femme qui avait refusé de partager les 50 millions de centimes qu'elle avait gagnés en jouant un ticket de loto avec sa sœur. À propos de gains et de jeux, il y avait un quartet cet après-midi, cela se courait à Vincennes, et pour l'emporter, il fallait jouer le 3, le 8, le 4 et le 16. J'espère que vous avez pu noter ces chiffres et si vous les avez, je vous souhaite bonne chance. En tout cas, vous avez gagné beaucoup d'argent puisque c'est un quartet qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 62 483 francs 50 et dans un ordre différent 3 236 francs 50. En sport, une seule performance aujourd'hui, celle réalisée par le Britannique Sebastian Coe. Le champion anglais, médaillé d'or sur 1500 mètres à Moscou et détenteur des records du monde des 800 et 1000 mètres, a amélioré la meilleure performance en salle sur 800 mètres. Sebastian Coe a couru la distance en 1 minute 46 secondes. Il améliore de 37 centièmes de seconde la performance qu'avait réalisée l'Italien Carlo Grippo en 1977. C'est une meilleure performance mondiale et non un record du monde puisque vous l'avez constaté, Sebastian Coe a couru non pas en terrain libre mais en salle couverte. Laurent Broumel, vous nous avez rejoint pour la météo de demain. Oui, il faut bien dire que jusqu'à présent, cet hiver est extrêmement particulier puisque même s'il fait de plus en plus froid pour les jours suivants, en revanche, nous avons connu jusqu'à présent extrêmement peu d'intempéries. La carte météo elle-même de demain est très particulière. Regardez, la voilà. Ici, sur la France, un anticyclone, une zone d'air extrêmement stable. Les nuages qu'il y a ici contournent le pays. Et ce n'est qu'à partir de dimanche, sans doute, que les nuages reviendront par le sud-ouest avec un redout. En attendant, eh bien, cet anticyclone, cette bulle d'air stable, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, surtout des températures froides que nous allons voir aujourd'hui, les températures de 13 heures. Vous voyez, il y a même eu des petites gelées à Lyon et à Nancy, -2 à 13 heures. Donc, faisait froid, même l'après-midi, malgré le soleil. La carte pour demain, eh bien, regardez là maintenant. Ce sont des cartes comme aujourd'hui du soleil, juste un petit peu plus de nuages, d'une part sur la Bretagne là-bas, ainsi que dans l'Est, et puis sur la Corse, ici, il y aura peut-être quelques averses de pluie et un peu plus de nuages. Vous voyez donc du soleil dans pratiquement toutes les régions, avec simplement un peu de brume le matin dans certaines vallées. Les températures maintenant pour demain, 2 colonnes, à gauche vous allez voir apparaître les températures minimales du matin, vers
vers 6 heures à peu près, et à droite, les températures vers 16 heures qui sont un peu plus élevées avec le soleil. Vous voyez, elles sont froides, très basses. En particulier dans le sud-ouest, le centre, le massif central, le nord et le nord-est, dégelé à peu près partout, mais un froid sec, précisons-le. Enfin, pour samedi et pour dimanche, eh bien, on peut dire que le même temps ensoleillé et froid continuera, mais je vous le disais, dimanche, de nouveaux nuages arriveront cette fois par le sud-ouest. Voilà, nous les attendrons sans impatience. Dernier rendez-vous avec l'actualité, ce soir, Paul Amar, vous le retrouverez vers 23h30. Demain, Antenne 2 midi recevra Madame Simone If. Madame Simone If est directrice du planning familial. Bonne soirée, à demain.